Welcome, stranger. Prends donc une tasse de sang de brebis car les morts parlent. Désolé, mauvaise licence. Malum est une revisite de The Last Shift, sorti en 2014 et réalisé aussi par Anthony Di Blasi. Le réalisateur voulait rajouter plus de production value, d'effets gore, de spectaculaire dans son histoire, étendre le monde qu'il avait créé et, globalement, frapper plus fort. Let's go. You bought a coffee. What? You bought a coffee. Yeah, that. And then I didn't have enough money. After. What? I didn't have enough money after I bought the coffees. You should carry more than a bottle, Dave. You're a grown man. Dans Malum, on suit Jessica Loren, jouée par Jessica Sula, une policière affectée à la dernière nuit de garde dans un commissariat à demi en ruine. Et il se trouve que le père de Jessica, officier émérite ayant sauvé la vie à 3 jeunes filles kidnappées par un culte il y a de cela 30 ans, a commis dans ce même commissariat un triple homicide sur des collègues avant de sauter la vie. Ouais, niveau héritage familial, on fait mieux. Bien entendu, la secte en question pète toujours la forme et va prendre un malin plaisir à harceler Jessica toute la nuit. D'ailleurs, alors j'y connais rien, mais c'est pas le truc le plus dangereux du monde de laisser une rookie seule dans un commissariat désaffecté ? Genre, même si on nommait la secte démoniaque, là. C'est pas fou niveau sécurité, non ? Que fait la peau... Oui. Jessica va profiter de cette affectation pour en apprendre un peu plus sur son père, qu'elle refuse de catégoriser en fou dangereux qui a juste eu un craquage. Le film est un slow burn, où on commence par de toutes petites touches d'angoisse que l'on peut rationaliser en se disant « Bah, c'est la secte, c'est des petits farceurs », avant d'arriver lentement vers des scènes purement surnaturelles. Ça... où la secte a un sens du spectacle très poussé et il rate clairement une belle carrière en tant que concepteur d'escape game. Sans rentrer de suite dans la zone spoiler, je trouve un peu dommage que les dialogues soient si peu subtils. On voit le carnage du père de Jessica en début de film et ensuite, tous les personnages qu'elle croise insistent pour dire que ton père il est fou. Il y a assez peu de place à l'interprétation et ça fonctionne pour nous faire rentrer dans le quotidien de l'héroïne, mais ça donne aussi l'impression que le film il a pas confiance en son public pour lire entre les lignes. Et ce souci de dialogue, il est d'autant plus dommage que la mise en scène, elle, est très subtile. Juste avant qu'il ne commette son massacre, le père de Jessica est mis dans un cadre assez large où son uniforme, bleu nuit, tranche avec les murs du commissariat, éclairés dans une lumière grise pâle. Juste par le cadrage et le schéma de couleur, on ressent que ce personnage est isolé et qu'il est habité par quelque chose qui le ronge. Mais ça vient juste après un dialogue lourdingue où il exprime son regret de n'avoir sauvé que 3 filles sur 4. Quand je vous dis que les dialogues... Et cet aller-retour entre mise en scène à multiples lectures subtiles et dialogue qui surexplique tout, c'est assez constant dans le film. J'en parlerai plus en détail dans la section spoiler, mais le design des cultistes est hallucinant. Rien d'étonnant à cela, étant donné que c'est Russell FX qui est derrière les costumes et les effets gore du film. Russell FX, c'est les gars qui sont derrière le design de la créature dans The Ritual. Ouais, les gars, ils sont bons. En parlant de rituel, passons à notre jump-o-mètre. Le film comporte 14 jumpscares pour 93 minutes. Sans être un Conjuring, le tout reste assez jumpy. Certains sont tout à fait brillants, notamment ceux dans la cellule d'isolement, mais d'autres, c'est juste des gens fort mal polis qui crient à la caméra. Et franchement dispensable quoi. Donc si c'est quelque chose qui vous empêche de voir un film d'horreur, ça peut impacter négativement votre visionnage. J'y suis personnellement très sensible et j'ai un peu levé les yeux par moments. Mais la qualité globale du film m'a permis d'oublier un petit peu les jumpscares. Voilà, c'est tout pour mon avis sans spoiler. À la prochaine pour ceux qui s'en vont, et pour ceux qui restent, prenez donc une deuxième tasse car on va rentrer dans le vif du sujet. Comme je vous le disais plus tôt, on est face à un réal qui maîtrise son outil, et les scènes horrifiques, elles sont menées avec une main de maître. Anthony Di Blasi utilise notamment un gimmick que j'adore dans l'horreur. L'irruption progressive de l'étrange dans une scène qui semblait banale. Par exemple, à un moment, Jessica recueille une prostituée dans la station, et le dialogue semble être juste l'occasion d'exposer un point de vue différent sur le père de Jessica. Là où il n'avait pu parler qu'à des gens directement impactés par la folie meurtrière de celui-ci, elle se retrouve pour la première fois face à quelqu'un qui lui parle de sa bonté. La scène est assez douce, Jessica semblant sincèrement touchée par ce que lui dit cette personne. Et puis, d'abord par à-coups, puis avec le visage braqué dessus, elle se met à fixer son regard quelque part au-dessus de l'épaule de Jessica. L'ambiance change alors du tout au tout, et ce qui était un bête dialogue devient un enfer impalpable.
souci avec cette technique, c'est qu'on peut difficilement l'utiliser plusieurs fois. Le public se met alors naturellement à se méfier de toutes les scènes. Et c'est le cas ici. Di Blasi cherche trop à corrompre la moindre scène, ce qui fait qu'au bout d'un moment, je me suis mis à me méfier de toutes les scènes. Et j'avais raison à chaque fois. Alors après, c'est ultra efficace pour rendre compte de la paranoïa qui prend racine chez notre héroïne. Comme elle, on dresse notre garde face à tout élément suspect. Mais ça fait qu'on est aussi plus vraiment surpris. Toutes les scènes de réconfort sont des fausses pistes. Ça marche de ouf pour la scène de l'appel de la mère, mais à la longue, ça finit par jouer contre le film. On a aussi affaire à une sacrée maîtrise des sources de l'angoisse. Plusieurs fois, le réalisateur nous fait une petite James Wan nous montrant l'origine potentielle d'un danger, avant de brusquement nous reprendre de revers. Je ne prends qu'un exemple, mais à la fin de la scène de l'appel avec la mère, Jessica entend une prière du culte dans son talkie, vous savez ceux qui sont sur l'épaule des policiers là. Puis, le son vient des enceintes du bureau, changeant son focus. Puis, elle entend un bruit dans l'ascenseur, ce qui braque son attention dessus. Puis, un ballon débarque de derrière pour nous surprendre. Il y a un super jeu de ping-pong entre les sources potentielles de menaces. Et oui, les ballons, c'est très menaçant. Oh, et maintenant qu'on est dans les zones spoilers, bordel, qu'est-ce que le Temple Baron est classe! La mythologie de la secte a été totalement inventée par Anthony Di Blasi, et tout ce qui tourne autour de celle-ci, est sacrément efficace, hein! Encore une fois, les dialogues sont un peu lourdingues et ils vont à grand renfort de « Oh là là, cette secte est vraiment puissante, terrifiante et gna 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 ». Mais quand on finit par les voir réellement, effectivement, ils sont puissants, ils sont terrifiants, quelle angoisse ces mecs! Comme j'avais dit plus haut, c'est Russell FX qui ont fait le design des monstres, et oui, parce que le film devient soudainement un creature feature, au dernier moment, et c'est beaucoup trop bien. Le design de ce truc, c'est à la frontière entre un Cénobite et un putain de Bloodletter de Korn, c'est génial, le film se lâche totalement à ce moment-là, c'est juste cool. Je suis juste un poil dubitatif sur l'enchaînement des visions réveil de Jessica. Passé cette fameuse scène de l'appel téléphonique, le film casse sa linéarité et j'aime pas vraiment ce gimmick en fait. La narration non fiable est, je trouve, un outil un peu trop simpliste pour donner un aspect irréel au film. On se retrouve à être juste perdu, comme l'héroïne certes, dans une suite de scènes sans lien entre elles. Et personnellement, ça a tendance à me faire perdre de l'empathie pour le personnage. On n'a pas peur pour quelqu'un qui fait un cauchemar. Il va se réveiller. À mes yeux, en faisant ça, on casse le sens de la conséquence. Le personnage se retourne et se fait attaquer par un démon et hop, on cut sur un autre décor. Un collègue de l'héroïne braque soudainement une arme sur elle, pip biliba bilibou, et on cut sur Manuel Valls en pleine campagne électorale. J'ai l'impression de m'acharner sur ce pauvre Manuel, mais vous trouvez pas qu'il y a un air ? Pour le coup, c'est très personnel comme reproche, et j'entends complètement que ça puisse fonctionner sur vous. En effet, on se retrouve dans une spirale infernale où tous nos repères deviennent faux, et le film lui-même, dans son montage et dans son rythme, devient inquiétant. Un élément assez bien vu du film, c'est que le culte chantonne régulièrement une prière, et Jessica, elle, récite des phrases tirées de son serment de policier. Bien que je ne sois pas un croyant ni un grand fan de la mystique autour de la police, j'ai trouvé l'opposition entre la chanson et le serment assez bien vue. D'un côté, on a les cultistes qui clament « I am safe in the arms of my master, on the last day I will follow, through the mountain I'll be guided ». Tout respire la soumission et la foi aveugle en un sauveur ultime, le Low God. Best nom de démon ever. Avec Bellet, le roi des chats, et commandant des 85 légions démoniaques. Le roi des chats, sérieux. Je savais qu'ils cachaient bien leur jeu. Et de l'autre, on a des phrases comme « My duty is to protect the innocent and be constantly mindful of the welfare of others ». Le focus est mis sur l'entraide et aussi sur le fait d'agir en tant qu'individu libre. Elle cherche à atteindre un idéal personnel qui n'est pas directement dicté par un sauveur nommé. Sa quête d'exemplarité et de recherche de Dieu, c'est les USA, est exemple de dogme et de soumission aveugle. Même si bon, j'avoue qu'après le soutien sans faille de la police américaine face aux meurtres commis par leurs collègues, la vision de l'agent de la paix qui œuvre pour le bien de tous, c'est un peu naze. Le film se termine cependant par une perversion de ce serment avec la phrase « My duty is to safeguard lives and property to protect my master ». Donc peut-être qu'on peut y voir un commentaire du genre « se soumettre à une autorité arbitraire, qu'elle soit divine ou étatique, est une pente vers le sectarisme ?» Je surinterprète. Clairement. Mais bon, c'est soit ça, soit le film utilise premier degré le guide des officiers de police américains comme un compas moral positif. Après Black Lives Matter,
Globalement, le film est très doué pour construire une ambiance malsaine, poisseuse et angoissante. Les scènes d'horreur sont surprenantes, variées, et avec des monstres au design dantesque. Mais le tout souffre d'une narration et de dialogues assez lourdeaux qui peuvent en rebuter beaucoup, je pense. J'ai pour ma part passé un moment relativement agréable devant ce film, et je vous le recommande, avec cette histoire de police en gros bémol quand même. Voilà, c'est tout pour moi. Je vous dis à la prochaine pour un café aux 12 arômes de cauchemar.